Voilà, eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente. La Ligue de l'enseignement, vous le savez, c'est une organisation d'éducation permanente qui fait de la formation, en particulier à destination du non-marchand. Nous travaillons également dans le domaine de l'alphabétisation et du français langue étrangère, avec le programme de la cohésion sociale en région bruxelloise. Et nous publions différentes publications. Vous connaissez peut-être ce que nous appelons le cahier des formations, dans lequel nous diffusons nos programmes de formation, mais également notre revue Éduquer, la revue qui s'adresse aux membres de la Ligue, qui paraît 8 fois par an, mais que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.ligue-enseignement.be. Nous publions également des études, des recherches, et par exemple récemment nous avons publié une étude sur les enjeux environnementaux, un système à déconstruire, une alternative à concevoir, et aussi une réflexion sur la simplicité volontaire, une alternative peut-être dans notre quête perpétuelle de bonheur et de vie humaine réussie. L'auteur d'ailleurs de ces deux études est l'une des personnes que nous invitons aujourd'hui, Adrien Plonteux, à qui je donnerai la parole dans quelques instants pour qu'il se présente. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels techniques par rapport à Zoom. Donc, vous vous rappelez, vous avez le chat ou la discussion qui vous permet d'envoyer des petits messages par écrit. C'est une façon commode de partager vos réflexions pendant le webinaire, mais c'est également un bon canal pour poser les questions que vous souhaiteriez poser à nos invités. Vous avez également les petites icônes dites de réaction qui vous permettent également de manifester, si vous le souhaitez, l'état de votre humeur pendant le déroulement du webinaire. Voilà, alors nous vous proposons de couper les micros et les caméras, c'est tout simplement pour améliorer la qualité des connexions et le confort le confort d'écoute pendant le webinaire. Je vous informe aussi que ce webinaire est enregistré et nous le déposerons par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous souhaitiez y avoir accès, disons, non pas en direct, mais en différé. Alors, nous accueillons aujourd'hui les auteurs et les principales chevilles ouvrières de la malle pédagogique qui a été produite dans le cadre du projet Conscience numérique durable. Et donc, je vais donner la parole à chacun de nos invités pour qu'ils se présentent brièvement. Alors, Milvia, peut-être pour commencer par toi, en quelques mots, voilà, pour vous présenter. Vous aurez la parole plus complètement, bien sûr, par la suite. Bonjour tout le monde, je suis Milvia Rastrelli, je suis italienne, je représente ici les partenaires italiens, les 1098, une entreprise sociale de Rome. Je suis sociologue et je suis aussi vice-coordinatrice nationale du Forum national italien pour le développement durable. Voilà. Alors, je crois que chez vous, il y a peut-être également Giovanni Esposito qui va nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé, s'il souhaite prendre la parole tout à l'heure, qu'il n'hésite pas à le faire. Franck? Et bonjour tout le monde, Franck Besson, du coup, je suis coordinateur du projet Conscience numérique durable pour le territoire France, du coup, et la Ligue de l'enseignement de la Loire. Voilà, je travaille dans un service d'éducation à l'environnement. Voilà, et parmi nous, nous avons également Pierre-Alain Larue, qui a également fait plus que contribuer au projet, hein, qui en a vraiment été un des éléments moteurs qui nous a rejoints, qui pour le moment se cache discrètement
sans allumer sa caméra, mais qui aura la parole s'il souhaite la prendre tout à l'heure. Et puis Adrien. Bonjour à tous, donc Adrien Plomteux. Je suis doctorant à l'University College de Londres, mais durant les 2 années précédentes, j'étais chargé du projet Conscience numérique durable à la Ligue de l'enseignement belge. Et comme Patrick l'a dit, j'ai aussi rédigé 2 études pendant le temps que j'étais là-bas. Voilà, et donc pour ce qui me concerne, je m'appelle donc Patrick et je suis le directeur de la Ligue de l'enseignement en Belgique et je jouerai ici dans notre webinaire le rôle de modérateur. Alors pour commencer, il faut peut-être planter le décor. Alors conscience numérique durable, ça veut dire quoi? Quels enjeux? Pourquoi ce projet? Franck, en tant que coordinateur, je pense que tu es bien placé pour introduire cette problématique. Avec plaisir. Du coup, je voulais vous partager mon écran pour avoir quelques supports visuels. Donc, en termes de… Vous me dites, faites un petit signe du pouce pour me dire que c'est bon pour l'écran. OK, super. Bon, en termes de contexte projet, je vais faire très, très rapide 2 slides sur le contexte dans lequel on travaille. Et puis, je vais essayer de vous donner en introduction quelques éléments repères importants qu'on a trouvés à travers le travail justement d'études, de recherche qu'on a fait sur les enjeux du numérique. Bon, globalement, tout a été dit en ce qui concerne le projet. Donc, en termes de partenariat, on est 3 pays. Plutôt du champ de l'éducation populaire, de la formation d'une manière générale. Et donc, du coup, quand on a initié ce projet, il y avait quand même une volonté de ne pas travailler de façon isolée. Donc là, en introduction générale, on peut quand même se dire qu'on est dans un projet qui a pour ambition de réunir à la fois des gens du secteur plutôt de l'éducation populaire, mais aussi de l'éducation formelle, de l'éducation scolaires et puis également des gens des domaines scientifiques et qui ont une expertise particulière autour justement des enjeux environnementaux, sociaux et du numérique et qui nous ont accompagnés dans ce projet. Pierre-Alain, Adrien en dira un peu plus peut-être tout à l'heure en présentant l'une des productions. Mais voilà, donc du coup, ça nous a conduit dans le cadre du projet à agréger autour de nous des compétences diverses pour pouvoir avoir à la fois un rendu qualitativement intéressant et solide d'un point de vue documentaire, d'un point de vue information. Quoi d'autre juste sur le projet? Bon, objectifs généraux, vous le savez sans doute, la finalisation de malles pédagogiques à destination d'un public d'enseignants et d'acteurs éducatifs qui travaillent plutôt dans le champ du public, alors collège, on va dire 10-15 ans, dans cette tranche d'âge-là. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Non, voilà, c'est à peu près bon pour la présentation générale. Ça fait 3 ans qu'on travaille, 3 ans qu'on fait des recherches sur ce sujet-là. Et puis voilà, donc nos 3 structures ont après, même si on a travaillé collectivement, porté plus en détail certaines productions et donc on va vous les présenter après dans le cadre de ce séminaire. En ce qui concerne du coup des informations vraiment concrètes sur ce qu'on peut dire sur le secteur numérique, alors nous dans le cadre du projet, quand on l'a créé, on avait des constats assez rapides qui étaient bon, il y a pas mal, le numérique explose de partout, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, c'est un outil puissant, donc ça c'est des éléments contextuels qu'on ne remet pas en question dans le cadre du projet du tout. Par contre, on a commencé à entendre, à voir, à lire des choses sur justement les impacts cachés. Et tout l'enjeu, justement, c'est d'aller décortiquer cette face cachée du numérique et d'essayer de s'en donner des repères, des ordres de grandeur. Je vous en donne quelques éléments très rapidement ici, à travers quelques visuels. Alors, un premier visuel qui s'attache à vous parler, à vous donner des repères sur les gaz à effet de serre. Alors, en termes de quantification, d'après les études qu'on a fait, on vous met des fourchettes là, puisqu'en fait, il n'y a pas un consensus scientifique sur une valeur précise. Il faut savoir que du coup, la recherche sur ces questions-là est récente, les méthodes de travail sont récentes
voilà, il y a des discussions et donc il y a énormément de variables qui font que c'est très difficile de donner des valeurs justes, donc, enfin juste précises en tout cas. Donc d'une manière générale, on va vous donner plutôt des fourchettes et puis attachez-vous aux ordres de grandeur beaucoup plus qu'aux valeurs précises, ce qui n'aurait pas d'intérêt étant donné le niveau d'incertitude qu'il y a derrière. Globalement, on peut considérer que les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité numérique mondiale est de l'ordre de 3-4% des émissions totales. Donc, ce chiffre-là, on peut déjà constater qu'il est… Alors, c'est déjà 3-4%. Et puis, dans les années futures, les prospectives ont tendance à montrer que ça va continuer de prendre une part plus importante. C'est un secteur qui continue son développement. Et donc, il y a deux façons de lire cette information. La première, c'est de se dire, c'est que 3-4%. Donc, quand on va parler des enjeux du numérique et des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi à relativiser, à se dire qu'il y a aussi tout un champ d'action qui concerne les 96-97% d'autres émissions qui ne sont pas liées au numérique, mais qu'il faut aussi prendre en compte et travailler de façon sérieuse, que ce soit dans un cadre de l'action concrète ou de l'éducation et de la formation. Voilà, et puis donc une fois qu'on a pris ce recul-là et qu'on s'est dit ok, c'est 3-4%, ces 3-4%, c'est quand même de l'ordre de l'équivalent de l'activité aérienne mondiale, donc c'est quelque chose qui est déjà très très important. Et il faut aussi se rendre compte qu'actuellement, ces 3-4%, pour les Européens, c'est à peu près autour de 400 kg d'équivalent CO2 par habitant. Et ces 400-500 kg de CO2, c'est à peu près un quart de l'ensemble des émissions qu'un Européen pourrait avoir s'il respectait les accords de Paris, c'est-à-dire s'il limitait son empreinte carbone à 2 tonnes de CO2. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est plutôt autour de 10-11 tonnes de CO2, 9 tonnes en moyenne au niveau européen. Et donc, du coup, voilà, ça fait déjà un quart rien que pour le numérique. Et donc, plus qu'1,5 tonne pour toutes les autres champs de l'activité humaine, les transports, le textile, etc., les autres biens et services, tout ce qui va concerner l'énergie, le chauffage, etc. Donc voilà, 500 kg de CO2 équivalent, c'est déjà un sujet et ça nécessite déjà de se poser la question de ce qu'on fait, même si c'est que 3-4% du total. Voilà. Ça, c'est une première information que je vous donne, c'est une mise en bouche, on va dire, puisqu'après, vous allez retrouver tout ça dans le détail dans l'ensemble de nos contenus. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, une autre information que je vous donne, sur ce visuel-là, il y a un tableau qui est issu d'une étude de Frédéric Bordage du greenIT.fr qui a analysé du coup les émissions au niveau mondial, mais non seulement les émissions de GES, mais aussi d'autres composantes. Et ça, c'est hyper important et vous allez retrouver ça dans la malle pédagogique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un focus spécifique uniquement sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre, dont on entend beaucoup parler quand on parle du numérique, puisqu'on parle souvent des centres de données, de l'énergie qu'ils consomment, etc. Et c'est vraiment qu'une facette. Donc, l'intérêt déjà de cette prise de vision-là, c'est de pouvoir aussi mettre dans sa sphère de réflexion de minimiser mes impacts à la fois sur les émissions de GES, mais aussi sur la question de l'eau, mais aussi sur les ressources abiotiques prélevées, sur la biodiversité, sur potentiellement l'exploitation humaine, etc. etc. On va essayer d'accumuler les champs de connaissances sur les impacts du numérique de façon très large pour pouvoir agir de façon la plus performante sur le maximum de ces composantes. Vous avez du coup ici une représentation, une répartition des impacts pour donc du coup quatre thématiques et qui analyse l'ensemble de l'univers numérique qu'on peut définir, et ça c'est important, je le dis très rapidement, mais par 3 composantes. Une composante matériel utilisateur, ce qu'on utilise, qu'on a dans nos mains, qui nous permet d'interagir avec toutes les interfaces numériques. Une composante réseau, qui permet le voyage de l'information, et une composante centre de données, qui va stocker, calculer, et voilà, ces centres informatiques-là dont on parle beaucoup. Alors, je vous donne du coup 2 informations importantes, vraiment fondamentales, que vous allez retrouver en filigrane tout au long des outils conscience numérique durable. Un des premiers postes d'impact du numérique se trouve dans la fabrication de nos objets numériques. On voit bien qu'en ce qui concerne les différents champs étudiés,
les gros pourcentages sont vraiment dans la première colonne. Et ça veut dire qu'une des premières façons d'agir, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est de réfléchir à la fabrication, au nombre d'objets numériques qu'on utilise, qui est en croissance exponentielle avec aujourd'hui 34 milliards d'objets numériques, dont 19 milliards d'objets connectés. Et puis d'ici 2025, il y a des annonces autour d'un doublement, triplement des objets connectés dans le monde. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, j'attire votre attention sur ce qui est en violet, donc, et ce qui concerne du coup les phases d'utilisation. Alors, on parle beaucoup du coup des centres de données. Enfin, on parle en tout cas, et nous, c'était la présentation qu'on avait des choses quand on cherchait de l'information sur ce sujet-là de façon classique dans les médias. Et un des grands messages que les experts avec lesquels on a travaillé, qui nous ont demandé de faire passer, c'est essayer quand même de redonner des ordres de grandeur pour que les gens se rendent compte que les centres de données, oui, c'est une problématique, c'est un enjeu, mais ce n'est pas un enjeu qui est exclusif. De même que les usages qu'on fait de nos appareils numériques, les vidéos, etc., ce n'est pas négligeable non plus, mais voilà, il y a quand même une grosse partie des gaz à effet de serre qui sont dans la phase de fabrication, et puis il y a d'autres impacts qui ne sont pas les gaz à effet de serre, qui sont aussi à prendre en compte, et principalement dans les phases de fabrication. Là, on parle d'analyse de cycle de vie, donc on regarde tout l'impact du numérique sur toute sa durée, et exclusion faite dans cette étude de la fin de vie des déchets, non pas parce que de la fin de vie des objets numériques, non pas parce que ce n'est pas important, parce que les données consolidées au niveau mondial n'existent pas, on n'a pas d'informations. Mais c'est important, il y a des problématiques derrière. Voilà, j'en dirai 2 mots de table. Bon, voilà pour ces deux slides. En termes d'image, vous retrouvez beaucoup ça dans nos supports, mais des visuels pour donner à voir justement la face cachée du numérique, avec des enjeux de destruction d'écosystèmes, des enjeux gaz à effet de serre, des enjeux sociaux aussi, avec des conditions de fabrication, l'exploitation humaine. En bas à droite, peut-être la moins évidente des photos, c'est un filet anti-suicide dans une usine. Alors là, cette photo-là n'est pas dans une usine, mais c'est le type d'infrastructures qu'on a dans des usines de fabrication d'objets numériques à la chaîne, qui font qu'au final, on a un prix de vente peut-être pas cher, et encore qu'on peut discuter de ça aussi, mais qui est payé en amont par d'autres gens, et en aval également en fin de vie. Voilà, et j'en termine là pour cette introduction de contexte et de premières informations projet qui fera une base commune pour tous. J'ai mis en orange dans cette slide finale vraiment des éléments clés, des notions clés qui sont transversales dans la malle pédagogique, à savoir donc une vision globale, essayer de fonctionner sur l'ensemble de la vision globale du numérique, de la production, la fabrication des objets jusqu'à la fin de vie, le maximum d'impact, ne pas faire une focale que sur les gaz à effet de serre, et puis d'autres notions comme l'effet rebond, comme l'obsolescence, Adrien en dira un peu plus tout à l'heure là-dessus, et puis aussi des manières d'agir, des réflexions sur comment agir, comment se positionner soit dans un monde numérique, en tant qu'individu, mais en tant que société aussi, puisque ça c'est fondamental. Un des grands messages qu'on a à faire passer, c'est que l'action individuelle est limitée et tout ne repose pas sur l'individu, mais repose aussi sur des choix collectifs. Voilà, donc après, ce sont des arbitrages individuels et collectifs à faire en disant que tout le numérique peut être utile. Et ben, on met dans la balance ce à quoi c'est utile, ce que ça nous apporte dans la société, ce que ça nous pose comme problème. Et à partir de là, ben, à chacun de faire ses choix en connaissance de cause, d'un maximum d'informations. Et c'est tout le but de ce projet-là. Je m'arrête là et du coup, je relaisse la parole à, je vois Patrick, mais Patrick ou Adrien, normalement c'est Adrien qui prend la suite. Merci Franck. Merci Franck pour cette intro. Et donc, notre projet Conscience numérique durable nous a conduit, outre ce très long travail de recherche et d'études, à réaliser des productions, principalement 3 productions, un guide, des parcours pédagogiques à utiliser concrètement en classe ou en animation, et puis également tout un ensemble de modules d'auto-formation destinés davantage au public des enseignants, des animateurs et des éducateurs qui veulent aller plus loin, disons, dans la compréhension de cette problématique. Nous allons à présent passer en revue
ces différentes productions, vous les présenter. Et nous allons commencer avec Adrien par ce que j'ai appelé le guide, mais je crois que tu vas en dire un peu plus pour préciser de quoi il s'agit. Merci Patrick. Je partage mon écran. Voilà, Patrick vient de vous en parler, mais pour dire 2 mots supplémentaires sur les 4 productions du coup du projet. Voilà, je répète un peu ce que Patrick a dit, mais je donne un peu plus de détails. La première production ici est un livret d'information à destination d'un public adulte qui a pour but de cartographier les différents impacts sociaux et environnementaux du numérique sur nos sociétés et sur nos vies de manière générale. Je vais vous le présenter plus en détail juste après. Ensuite, il y a un ensemble de 6 parcours pédagogiques ici, qui contiennent chacun plusieurs activités à réaliser en classe avec des élèves de fin de primaire ou de début de secondaire, ça dépend un peu des activités. Chaque parcours contient 3 ou 4 activités en général et prennent chacune une demi-heure à 1 heure, ça dépend des cas. Et Franck vous expliquera ces parcours pédagogiques plus en détail tout à l'heure. Ensuite, la troisième production est un ensemble de 6 modules de formation ici, à destination des enseignants et des enseignantes. Chacun des modules de formation accompagne un parcours pédagogique à utiliser en classe. Chaque module contient plusieurs unités d'apprentissage qui permettent de mieux comprendre le sujet du parcours pédagogique correspondant. Donc voilà, les 2 productions ici sont très liées et permettent à l'enseignant ou l'enseignante d'aller plus loin si il ou elle le souhaite. La formation peut être longue ou courte, et comme Patrick l'a dit, c'est plutôt une auto-formation. Ma collègue Milvia vous expliquera plus en détail ces modules de formation tout à l'heure. Et enfin, nous avons aussi produit un glossaire qui contient les mots importants liés au projet. Donc, 3 de ces productions sont à destination des enseignants et des enseignantes, et une est à destination de la classe directement. Et il est aussi important de noter que les outils ont été pensés pour être complémentaires l'un envers l'autre. Donc, explorons maintenant plus en détail le livret d'information. Comme je l'ai dit précédemment, son but est de cartographier les impacts sociaux et environnementaux du numérique. Il contient une centaine de pages et 13 chapitres au total. Nous avons essayé, tant que possible, d'obtenir une vision d'ensemble de ces différents impacts du numérique. Chaque chapitre contient de nombreuses informations factuelles, citant notamment de nombreuses études académiques récentes. Et nous avons essayé donc d'être le plus factuel possible, en essayant dans chaque chapitre de faire la balance entre les aspects positifs et les aspects négatifs du numérique pour chaque thème, tout en essayant au maximum de ne pas juger et d'être équilibré dans les propos, pour être le plus objectif possible. Une fois que tous les chapitres ont été écrits, ils ont été relus par des personnes servant de caution scientifique. Donc en pratique, chaque chapitre a été relu par 2 ou 3 personnes et il y a une expertise spécifique sur le sujet. Donc ça pouvait être parfois des membres d'ONG, c'était parfois des scientifiques eux-mêmes, voilà, ça dépendait un petit peu. Ces personnes ont donné leur feedback et nous avons donc adapté les contenus en fonction de leurs commentaires. Enfin, le public cible pour ce livret d'information, ce sont les adultes et plus particulièrement les enseignants et enseignantes, mais le livret peut aussi être lu par un public plus général en dehors du cadre de l'enseignement et il a pour but d'être accessible au plus grand nombre. Voilà. Pour garder cette vision d'ensemble et ne pas seulement se focaliser sur les aspects écologiques, qui étaient au départ plus le focus du projet, nous avons décidé de nous baser sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Vous en avez déjà certainement entendu parler, mais ils comprennent tant les aspects sociaux qu'environnementaux, et donc c'est pour ça que c'était intéressant pour le livret, pour ne pas perdre cette vision globale. Par exemple, le premier objectif est d'arrêter la pauvreté, le deuxième est d'éliminer la faim dans le monde, le quatrième concerne l'éducation de qualité, le 13e le changement climatique, le 16e la paix, donc vous voyez, il y a un peu de tout. Et en pratique, les objectifs de développement durable ont servi de thème pour chacun des chapitres du livret. Donc, bon, comme je vous ai dit, il n'y a que 13 chapitres, donc nous avons un peu regroupé et réarrangé certains objectifs de développement durable, mais vous retrouvez les différents objectifs comme titre de chapitre. Donc, par exemple, la pauvreté se retrouve dans le chapitre 5, la faim dans le monde dans le chapitre 6, le changement climatique dans le chapitre 10,
etc., etc. Le livret contient au total 9 chapitres socio-économiques et 4 chapitres environnementaux. Et donc, chacun étudie l'impact du numérique sur ce thème en particulier. Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, etc. Vous remarquerez qu'il y a plus de chapitres socio-économiques que de chapitres environnementaux, mais les chapitres environnementaux sont plus longs, de telle sorte que ça fait à peu près moitié-moitié en termes d'écriture au total. Aussi, il n'est pas du tout nécessaire de lire les chapitres dans l'ordre, ou même de lire l'entièreté du livret. Il a été conçu d'une manière, par exemple, que si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par lire le chapitre sur la pauvreté et les inégalités, et puis passer sur le chapitre sur les écosystèmes, et puis vous arrêtez quand vous en avez envie. Gardez cependant en tête que seulement la lecture complète du livret vous donnera une vision d'ensemble des impacts du numérique sur nos sociétés. Chaque chapitre contient d'ailleurs de nombreux renvois aux autres chapitres, étant donné que les sujets sont tous liés les uns aux autres. Donc en somme, il n'est pas nécessaire de lire l'entièreté du livret, mais si vous avez envie d'avoir une vision d'ensemble, alors c'est préférable de le lire en entier. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer un aperçu d'un des chapitres du livret. J'ai choisi de vous montrer celui sur la consommation et la production responsable, mais c'est vraiment un exemple parmi d'autres, et la structure que je vous montre ici est à peu près identique dans chacun des chapitres. C'était un chapitre important pour le projet, comme ça parlait vraiment de conscience numérique durable. Il est d'ailleurs assez long, puisqu'il contient 12 pages, et si je me souviens bien, c'est le deuxième plus long de tous les chapitres du livret. En général, les chapitres font plutôt entre 5 et 10 pages. Tout d'abord, vous pouvez voir ici, si vous suivez ma souris, que je ne sais pas à quel point la qualité de l'écran est bonne, mais en gros, vous avez un petit carré ici qui montre l'objectif de développement durable lié à ce chapitre du livret. Donc ici, c'est l'objectif numéro 12, celui qui s'appelle consommation et production responsable. Et on a fait ça pour chacun des chapitres du livret. À chaque fois, il y a un ou plusieurs objectifs qui sont liés. Ensuite, en vert ici, vous voyez un encadré qui s'intitule « Pourquoi est-ce important ?», qui explique au lecteur et à la lectrice pourquoi le thème de ce chapitre est important de manière générale et pourquoi on doit s'en préoccuper. Voilà, à part ça, maintenant rentrons dans le contenu de ce chapitre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque chapitre essaye de faire la balance entre les pour et les contre. Donc dans ce cas, les impacts positifs et négatifs du numérique sur la consommation et la production durable à travers le monde. Mais dans ce cas, comme vous allez le comprendre, pour ce sujet spécifique, les informations scientifiques que nous avons récoltées nous ont amené à parler plus de choses négatives que de choses positives, mais ce n'est pas nécessairement comme ça dans tous les chapitres. Donc le chapitre commence par se demander pourquoi les appareils numériques dans nos vies ont une durée de vie si courte. Par exemple, c'est en général 2 ans de durée de vie pour un smartphone et 5 ans pour un ordinateur portable, ce qui est très court, et qui évidemment ne mène pas à une production et une consommation responsable s'il faut changer aussi souvent ces appareils. Et dans le texte, nous expliquons que, en tout cas, une des grandes raisons pour cette courte durée de vie est l'obsolescence programmée. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est, vous en avez déjà certainement entendu beaucoup parler, mais je voulais vous dire que dans le chapitre, nous expliquons plusieurs types d'obsolescence programmée. Là aussi, sur la page suivante, il y en a aussi qui sont expliqués. Et à chaque fois, on a ajouté des infographies qui aident à mieux comprendre où on veut en venir. Et aussi sur le sujet de l'obsolescence programmée, dans la suite du chapitre, nous donnons plusieurs pistes au niveau politique et au niveau individuel, parce que comme Franck l'a dit, nous ne focalisons pas seulement sur l'individu, mais aussi sur les changements sociétaux, pour agir pour contrer cette obsolescence programmée et ainsi augmenter la durée de vie des appareils. Alors, si on continue le chapitre, on rentre dans la partie sur plutôt les potentiels bénéfices du numérique sur cet objectif de développement durable, dans la partie ici. Par exemple, les technologies numériques ont tendance à améliorer les processus de production de telle manière que moins d'énergie et de ressources soient nécessaires pour produire les mêmes choses qu'auparavant. Et nous donnons 2 ou 3 exemples concrets dans cette partie. Cependant, nous expliquons que ces différentes avancées ont tendance à augmenter la consommation globale de la population, de telle manière que les gains de départ, en termes de production qui est moins impactante pour l'environnement, eh bien, ils soient moins grands qu'espérés, voire même nuls ou même contre-productifs, dépendant à quel point la consommation mondiale augmente. Et on parle dans ce cas du phénomène d'effet rebond, qui est central dans le projet. Et d'ailleurs,
il est tellement central que, si je me souviens bien, il y a un des parcours pédagogiques, un des 6 qui lui est consacré, ainsi qu'un module de formation entier. Donc, vous avez de quoi vous... si vous êtes intéressé par le sujet, il y a de quoi s'informer. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce que c'est de nouveau, mais dans ces 3 pages-ci, vous verrez qu'on explique plusieurs types d'effets rebonds, avec à chaque fois plusieurs infographies très claires et explicatives qui ont été réalisées par Franck, donc merci à lui, parce que c'est très utile. Et enfin, le termine chapitre sur un autre aspect négatif du numérique concernant la production et la consommation responsable. C'est le fait que le numérique participe à l'épuisement de la plupart des métaux à travers le monde, sachant que certains d'entre eux sont de plus en plus difficiles à extraire et ou ne sont plus particulièrement loin de l'épuisement complet. Et donc, vous voyez que nous avons ici quelques tableaux graphiques et infographies à ce sujet. De manière générale, on a essayé à chaque fois d'illustrer les propos dans le livret. Enfin, tout à la fin du chapitre, il y a un encadré ici en vert de nouveau qui s'appelle « En bref » et qui résume en quelques phrases ce qui a été dit dans le chapitre. Et ensuite, il y a aussi une partie qui s'appelle « Ressources pour la classe » qui donne les parcours pédagogiques et les modules de formation liés à ce thème. Tout ça dans le but de créer des synergies entre les différents outils du projet. Pour finir, il y a une longue bibliographie qui fait référence aux citations d'études scientifiques dans le texte lui-même, et nous espérons que ces différentes citations prouvent, ou aident en tout cas à prouver que le sérieux des informations fournies dans le chapitre. Voilà pour une brève présentation du livret. Je ne sais pas à qui je redonne la parole, est-ce que c'est Patrick ou Franck? Merci Adrien, je pense que c'était très, très clair. Voilà, alors on voit qu'il y a bien sûr une connexion entre les différents aspects du projet. Le guide est bourré d'informations. Je pense qu'il aide vraiment à la prise de conscience, puisque c'est quand même un des objectifs aussi du projet, à la fois, comme le disait Adrien, en pesant à la fois les avantages et les inconvénients de ce développement exponentiel du numérique. Voilà, mais nous ne souhaitions pas nous contenter, je dirais, de ce travail d'information, mais également d'aller vers la pratique sur le terrain, des possibilités d'animation en classe ou dans des activités périscolaires. Et c'est ce qu'on va trouver dans la partie du projet que nous avons intitulé « Parcours pédagogique » et dont Franck va nous parler à présent. Et je vous remets du coup le sud de l'écran. Ces parcours pédagogiques, du coup, Adrien en a parlé, il y en a 6. Là, vous avez à l'écran des visuels sur la partie gauche du guide pédagogique. Donc, c'est un document à destination de l'adulte, éducateur, pour avoir une trame d'information sur le déroulement de l'activité. Donc, c'est des schémas types à chaque fois pour chaque parcours. Dedans, vous allez avoir la déclinaison des activités avec la présentation des objectifs pédagogiques, des compétences qu'on va chercher à faire acquérir, la présentation aussi par des petits aperçus visuels des outils à mettre dans les mains potentiellement des élèves, donc toutes les cartes de jeu, les fiches pédagogiques, et puis donc tout ça sous forme de tableau. C'est ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge. OK. Donc là, vous avez à chaque fois des tableaux, donc dans ces déroulés, pour chaque étape, on vous dit, voilà, vous avez plutôt utilisé cette carte-là, celle-ci, vous pouvez procéder de telle manière. Donc, c'est un guide, c'est le cas de le dire, mais c'est un guide que vous pouvez suivre à la lettre, mais vous pouvez aussi complètement ajuster évidemment ce qu'on vous propose à votre pratique, à votre contexte, à vos contraintes de temps, d'objectifs pédagogiques, de public. Pour les différents parcours, vous verrez à chaque fois plutôt une indication, plutôt pour, on va dire, du début de public collégien, plutôt pour des enfants un peu plus âgés. Mais tout ça reste pour nous indicatif. C'est-à-dire qu'après, c'est vous qui finalement allez choisir de faire ou pas telle activité en fonction de la lecture que vous en faites et de l'appréciation que vous en faites au regard de vos publics.
Donc, le guide pédagogique, c'est un document qui fait une cinquantaine de pages. Voilà, et vraiment un schéma type pour que à chaque fois, vous puissiez vous y retrouver facilement. De l'autre côté, vous avez dans la malle pédagogique, alors que vous soyez destinataire ou non de la malle pédagogique finale, parce qu'on en a édité, Patrick en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais il y a un certain nombre d'exemplaires qui vont être physiques, mais un nombre d'exemplaires qui reste limité. Donc, il y a tous ces outils-là, ils sont aussi récupérables par vous via le site internet projet et donc imprimables sur votre imprimante de bureau que vous pouvez ensuite plastifier, enfin créer votre propre malle pédagogique aussi. Du coup, là, il y a quelques centaines de supports. Donc, c'est à la fois volumineux quand on le prend d'un bloc, mais en même temps, dedans, on a de quoi faire au moins 18 séquences pédagogiques. Donc, au moins 18 séances qui vont durer entre, ça dépend, hein, mais selon vos objectifs, entre 30 minutes et puis 2 heures. Ça, c'est après à chacun de le voir, même si on vous donne là aussi des éléments indicatifs de temps. Voilà, mais que vous pourrez, qu'en fonction de la pratique éducateur, on peut vraiment faire varier. Et donc, il y a dans les différents types de supports, vous voyez qu'il y a, on va dire, plutôt des choses qui se rapprochent du format carte de jeu. Il y a plutôt des choses qui se rapprochent simplement de visuels, d'illustration. Donc, on est plus sur du format A4 photos pleine page. Et puis, des supports de travail, des fiches éducatives, avec à chaque fois le pendant pour vous enseignants de la correction qui est disponible également à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est donc pour vous parler des supports. Et puis si je vous parle simplement sur cette diapositive des différents parcours. Les parcours, c'est-à-dire que, j'imagine peut-être une petite vigilance, c'est-à-dire qu'un parcours, c'est quelque chose que vous pouvez suivre, c'est-à-dire faire le parcours dans son entier parce qu'il a sa propre logique qui se suffit à lui-même. Mais vous avez aussi la possibilité, dans le cadre d'un projet pédagogique qui serait justement de parler des enjeux du numérique, d'aller piocher différentes séquences. J'ai perdu ma caméra, je ne sais pas si c'est normal. Vous voyez toujours mon écran? OK. Donc, vous pouvez aller piocher dans le parcours 1 une activité particulière. Vous pouvez ensuite basculer sur le 2, sauter le parcours 3, aller chercher une activité dans le parcours 5. Bref, en fonction du temps, vous avez vraiment une grosse variabilité de possibilités de parcours pédagogiques sur mesure. Le parcours 1, c'est un parcours qu'on considère un peu d'introduction. On essaie d'aller vers un numérique durable, donc on va essayer de se poser la question de ce que peut être le numérique durable. Et pour ça, on a besoin de comprendre peut-être des notions comme l'empreinte écologique, comme les objectifs de développement durable, comprendre ce qu'est un service numérique, composé de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir des terminaux, mais aussi des réseaux, des centres de données. Donc, donner à voir la matérialité du numérique à travers des jeux d'images à classer, des choses comme ça. Et puis, une quatrième activité qui propose de se projeter sur une définition du numérique durable, c'est-à-dire qui répondra aux enjeux potentiellement de développement durable de l'ONU, tout en étant viable d'un point de vue de l'empreinte écologique individuelle. Donc ça, c'est le premier parcours. Ensuite, on a un parcours concentré autour de la question de l'environnement d'une manière générale, avec, alors, composé là en 3 activités visuellement. Vous verrez que dedans, vous avez en fait deux activités. Il y en a une qui est sous-divisée. La première, c'est autour du cycle de vie du smartphone, analyse du cycle de vie dont j'ai parlé tout à l'heure. On va redécortiquer toutes les étapes de la vie d'un smartphone, de sa conception jusqu'à sa fin de vie, et s'interroger sur l'emplacement justement des impacts à l'intérieur, en même temps se donnant une dimension géographique, en essayant de localiser ça dans le monde. C'est un premier parcours. Et puis ensuite, des activités qui sont autour de la recherche d'informations à travers des documents qu'on met à disposition, où là, on va aller apprendre des choses, retenir des choses sur tous les impacts GES, mais métaux, biodiversité, eau. Voilà, on va essayer de voir différentes composantes. Et puis, le quiz numérique est une forme de travail dans la classe dans le groupe, qui permet de l'interactivité, du débat, et c'est aussi intéressant. Le troisième parcours,
toute façon, je vais le dire à chaque fois, mais super intéressant aussi, comme les autres. Mais c'est vraiment… alors, pour le coup, on va vraiment toucher à des choses qui sont vraiment sociétales et puissent permettre au public de s'interroger sur son rapport au numérique, s'interroger sur la question en fait du plaisir, du bien-être, du bonheur, de que recherche-t-on à travers cet usage intensif du numérique que nous faisons. Avons-nous tous le même usage dans le monde du numérique? Qui supporte les impacts du numérique? Est-ce que ce support numérique-là, il peut être très utile pour moi, mais est-ce qu'il l'est pour un autre enfant dans le monde, dans tel pays, au fond d'une mine? On va essayer de donner à voir, se mettre à la place des autres, de regarder ce qui se passe à l'échelle planétaire, voilà, pour prendre des repères et ouvrir des réflexions. Et ça se fait à travers, je me mets à la place de l'activité 5, mais ça peut se faire à travers le débat philo, où là, on va discuter collectivement de la place du numérique dans nos vies, des problèmes et des avantages qu'il pose. Et puis l'activité 3, qui est vraiment aussi intéressante, qui touche vraiment à quelque chose qui est fondamental aujourd'hui selon nous. Elle s'appelle « Dans la peau d'un vendeur ». C'est l'idée de travailler sur la question du marketing et puis d'initier les enfants justement à la compréhension des stratégies de communication qui poussent justement à une consommation, en l'occurrence d'objets numériques, ou de toujours plus de gigas, de toujours plus de jeux vidéo, de nouveaux smartphones, etc., ou de nouveaux objets connectés, où il y a tout un processus pour vous convaincre qu'il faut à tout prix acheter le dernier bikini connecté, la dernière fourchette connectée, la dernière salière pour mettre le sel dans votre assiette connectée. Trouvez un objet, mettez connecté derrière et quasiment quelqu'un qui a pensé pour le vendre, quoi. Et derrière, ça fait référence à des besoins humains pour nous convaincre que c'est important pour notre santé, pour notre sécurité, pour nos liens sociaux, pour notre reconnaissance sociale, pour être présent dans la société. Et les messages publicitaires fonctionnent comme ça. Et les déconstruire en se mettant à la place d'eux pour essayer de vendre des objets numériques, c'est quelque chose qui est intéressant. Et quand on l'a testé dans les classes, ça marche vraiment bien. C'est intéressant et ça permet vraiment d'ouvrir des réflexions. Voilà, le 4, effet rebond, j'en dis pas plus, c'est une activité unique, c'est un essai parce que c'est une notion qui n'est pas abordée, enfin, on n'a pas trouvé d'activité sur l'effet rebond, des choses qui existaient, qui s'en rapprochaient, donc on a créé quelque chose qui permet d'en parler à partir des choix individuels faits par le public en imaginant qu'ils ont du temps à leur disposition, qu'est-ce qu'ils en font. Ils ont des gigas en plus à disposition, qu'en font-ils? Et d'essayer après de voir, en fait, en fonction de leur choix, les impacts cachés qui étaient derrière, qui, cumulés par l'ensemble des enfants dans la classe, font les effets rebonds cachés, qui viennent potentiellement ajouter des dégâts, des problèmes qu'on n'avait pas prévus au début. Le parcours comment agir, axé autour des manières d'agir. Et là, vraiment encore, je le redis encore une troisième fois, parce qu'Adrien en a parlé aussi, mais la question individuelle et la question collective. Donc, il y a vraiment un parcours spécifique autour faiseurs de loi. Il y a aujourd'hui des collectifs entiers, le Conseil national du numérique, le collectif Halte à l'obsolescence programmée. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'organismes qui essaient de faire un travail de lobby justement pour qu'on oblige les acteurs du numérique qui nous poussent à la consommation, soyons clairs, que ce soit de matériel numérique ou de support numérique, pour encadrer tout ça, de telle sorte que on ne soit pas obligé de changer un téléphone tous les 2 ans, qu'on puisse potentiellement encadrer la publicité, etc. Enfin, il y a plein de propositions et des choses qui sont étudiées, c'est ce qui est fait dans ce parcours-là. Et donc, on va avoir des réflexions à travers des images qui permettent au public d'interroger l'image, essayer d'en comprendre une action possible pour lutter contre pour aller vers la sobriété numérique. Et donc, ça peut se poser à l'échelle individuelle, à l'échelle collective d'une nation, mais ça peut se poser à l'échelle d'un établissement aussi. Et donc, on propose une démarche de travail pour travailler sur la question de la sobriété numérique d'un établissement dans une démarche collective, sachant que ce qu'on vous met là comme démarche, c'est une démarche qu'on a repris, qui existait déjà dans d'autres cadres de formation réalisés. Elle n'est pas pensée et conceptualisée par nous, si vous voulez, mais elle nous a vraiment paru intéressante, on vous la repropose ici. Et puis enfin, le dernier parcours, et je m'arrêterai là, un parcours qui permet de s'interroger sur le numérique maintenant et le numérique demain, quelle est sa place. Et pour ça, vous avez 2 activités.
une activité qui met en place des visions, qui met en place des informations potentiellement contradictoires ou en tout cas qui vont nous donner des repères différents sur les enjeux du numérique. Par exemple, je prends l'exemple de la sécurité. Il y a tout un champ d'informations qui va nous dire le numérique est intéressant pour des questions de lutte contre le terrorisme, pour la police, pour etc. D'autres informations qui vont nous dire oui, mais les libertés individuelles, oui, mais regardez ce qui se passe en Chine, oui, mais regardez Edward Snowden, enfin, des petits en fait encarts d'informations voilà, qui vont donner des informations qui amènent après à nous poser la question de peser un choix collectif en disant ah ouais, et au regard de tout ça, que fait-on quoi? Et dans ce futur-là, on va l'interroger sous vraiment différents aspects, avec des aspects limites planétaires aussi. On nous promet en 2050 des centaines de milliards d'objets, des centaines, oui, centaines de milliards, au moins 100 milliards d'objets connectés peut-être. Bah ouais, mais ça, en même temps, il y a des gens qui nous disent qu'on aura potentiellement des limites de métaux ou bien des contraintes avec la transition écologique. Voilà, donc du coup, à quel imaginaire du futur on se donne en fonction, on fait aussi des éléments factuels et concrets parce qu'on va très vite dans un imaginaire très technophile en fait, très technocentré et qui peut-être empêche collectivement aussi de penser la sobriété parce qu'on croit en l'efficacité nouvelle des futures technologies qui vont nous rendre tous les services, etc. Bon, et ça c'est une notion qui est aussi discutable par le biais des effets rebonds dont tu as parlé après. Voilà, la lettre du futur, c'est une autre activité, du coup, dans le même esprit, mais qui va permettre sous différents critères aux élèves de raconter un futur, de se projeter, d'essayer d'imaginer, de rédiger la place du numérique en fonction de différents aspects. Voilà, donc là, vous avez une grosse malle à outils qui est vraiment une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher et vous ne ferez, à mon avis, jamais tout avec une seule classe, avec un seul groupe, les 18 activités, sauf à y passer vraiment l'année scolaire et à mettre de côté beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment matière à piocher, à s'adapter au public et à vos objectifs. J'en reste là et je vous remercie. Et alors, quand tu dis qu'il y a vraiment de la matière, effectivement, hein, quand je vois l'épaisseur des parcours, peut-être que tu pourrais dire un petit mot quand même sur la présentation concrète en fait de ces parcours. Si dans la malle, tu veux oui, dire? Oui. Ouais. Donc, dans la malle pédagogique, du coup, tu l'as à côté, donc tu peux peut-être le montrer, Patrick, si on voit ton petit écran. Donc, vous allez avoir donc, le guide pédagogique qui est un document papier très léger qui fait un petit livret de 50 pages. Vous avez un gros volume A, voilà, ça c'est le guide qui vous permet de lire le déroulement des parcours. Et en ce qui concerne les outils, en fait, on a fait deux volumes, un volume A et un volume B. Alors, c'est en fonction de l'épaisseur du papier. Le volume A qui est assez épais, c'est celui qui permet d'avoir des outils manipulables et un peu solides pour travailler avec les publics. Donc, effectivement, c'est un pavé quand on l'a. Paniquez pas, il est chapitré en 18 sections. Et mine de rien, après on prend une activité en soi, on se retrouve avec que quelques pages d'outils devant soi qui rendent chaque activité facilement assimilable et puis facile en appropriation et en mise en place derrière. Vous n'avez pas 70 fiches à découper dans tous les sens pour chaque parcours, quoi. Voilà, et donc ça c'est le volume A, et puis le volume B, donc sur une qualité papier un peu plus faible, c'est plutôt des fiches, on va dire, à photocopier ou à garder pour vous, qui sont des fiches pédagogiques de traces de l'activité pour l'élève, et puis des fiches de correction ou des fiches d'information pour vos éducateurs spécifiquement à l'activité. Voilà, donc quand vous ouvrirez vos malles pédagogiques, pour ceux qui en auront la version papier, vous aurez à prendre les activités qui vous intéressent et puis à les mettre dans des pochettes individuelles pour après que ce soit facile pour vous de dire tiens, je vais faire l'activité cycle de vie du smartphone, boum, j'ai tout là-dedans. Je fais l'activité dans la peau d'un menteur, elle est ici, voilà. Et donc après reclasser ça comme vous le souhaitez. Voilà pour la structuration, sachant que pour ceux qui n'ont pas ça, qui ont la clé USB ou qui auront en téléchargement sur le site internet parce que nos capacités de diffusion papier sont limitées, vous avez directement des parcours, et donc là vous ouvrez le parcours 1 en PDF et vous avez dedans la partie du guide pédagogique de ce parcours
et puis tous les outils et les fiches pédagogiques dans le même endroit. Donc, c'est assez facile pour vous aussi à prendre en main. Si vous n'avez pas à chercher 4-5 documents différents et essayer de les comprendre, tout est linéaire dans un même document. Voilà, merci Franck pour ces précisions. Troisième aspect de notre projet, un aspect de formation complété d'un glossaire que personnellement je trouve fort utile parce que le vocabulaire technique dans ce domaine est quand même important et finalement peut-être parfois mal connu ou mal maîtrisé, mais surtout des modules de formation. Milvia, je te laisse la parole pour les présenter. J'ajoute peut-être, avant que Milvia ne branche son micro, que ce projet, c'est un projet belgo-franco-italien et donc les productions existent en français mais également en italien. Il y a également des versions anglaises en abstract qui existent et Milvia a pris la plus grosse part de ce travail vers l'italien et l'anglais. Et voilà, je peux vous dire que c'est un énorme boulot qui a été fait. Milvia, tu as la parole. Merci Patrick, merci collègues, bonjour à toutes et à tous. Un moment que je mette en partage mon écran. Alors, voilà. Oui, alors, attendez, je vais le mettre en présentation. Voilà. Est-ce que c'est visible? C'est visible l'écran? Oui, OK. Alors, comme mes collègues et Patrick ont anticipé, ce projet a 3 grandes productions. La troisième, les modules de formation, sont dirigés aux formateurs et aux formatrices en public adulte, disons en principe, les enseignants, les formateurs, les formatrices, les éducatrices, tous les personnes qui s'occupent d'éducation et toutes les personnes qui s'occupent de l'éducation, surtout en contact avec un public, disons, des adolescents et des jeunes en général. Les modules, comme on a déjà dit, sont 6 modules qui suivent les 6 parcours d'activités pédagogiques pour la classe, donc ils sont pensés comme modules d'auto-formation du formateur, de l'enseignant, etc., avant ou bien après aller en classe à réaliser les activités prévues, envisagées par le parcours pédagogique que Franck vient d'introduire. L'idée de fond est de présenter ici une approche multidisciplinaire et transdisciplinaire à la fois. C'est-à-dire que dans les 23 unités d'apprentissage, ça s'appelle comme ça, et sont séparées l'une de l'autre et sont visionnables soit en ligne à l'adresse de la page de téléchargement que vous pouvez voir ici et que vous trouverez partout indiqué, soit dans la clé USB pour les personnes qui de vous vont recevoir la malle pédagogique physique imprimée. Alors, les 23 unités d'apprentissage se combinent avec les activités pour la classe et sont clairement indiquées, comme vous pouvez voir ici, l'aperçu est un peu petit, mais vous pouvez voir chaque unité fait clairement, indique sur la portée, sur la première page, exactement quelles sont les activités pédagogiques de référence. Et sur la dernière page, dans la dernière page, vous trouverez quelles sont les notions du glossaire nécessaires à lire, à entendre, à étudier pour bien suivre l'unité d'apprentissage même. Donc, voilà, le glossaire a 100 notions dedans et donc est très, très, très riche. Et tant les unités d'apprentissage comme les glossaires ont nécessité un gros travail d'enquête, de recherche, de vulgarisation, parce que c'est ce que nous avons pu découvrir pendant le parcours de ce projet, et que beaucoup de notions, surtout sur les côtés écologiques, sur les côtés scientifiques et naturels, mais aussi sur les côtés scientifiques, social, économiques, sont notions complexes
Adrienne, avant, parlait de l'affaire Rebond, vous parlez de l'obsolescence. Mais sont des notions qui normalement restent dans un niveau, un milieu académique. Ici, c'est ce que nous faisons de l'éducation populaire véritable. Et donc, le grand effort a été de vulgariser, d'essayer de trouver une manière pour ouvrir toutes ces notions à un public, disons, de tous les types, de tout type et de tous les domaines. Parce que, par exemple, multidisciplinarité, je vais avant, multidisciplinarité, comme vous pouvez voir, ce sont 6 modules, les mêmes titres des 6 parcours que Franck vient d'expliquer il y a un moment. Mais réellement, c'est un vrai parcours, c'est comme, disons, un voyage, disons comme ça. Le voyage commence au moment 0, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années d'ici, quand la Terre, la planète, s'est créée. Nous commençons par l'écologie, disons comme ça, nous commençons par l'ontogénésis, c'est-à-dire nous commençons par la planète dont nous vivons et de laquelle nous faisons partie. Et ça, c'est un discours éducatif que nous amenons jusqu'à la fin. Nous commençons donc sur la vie sur la Terre. Après, nous allons sur l'anthropocène. Nous introduisons cette nouvelle notion que les organismes internationaux de la recherche sont en train de reconnaître comme ère géologique qui suit l'Holocène, quindi l'Anthropocène. Après, nous allons voir les impacts, les gaz à effet de serre naturels et les gaz à effet de serre humains. Et à la suite, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est le développement durable, quels sont les objectifs, quel est l'état de la planète. Donc, beaucoup de recherches internationales dans le siège des Nations Unies et dans le siège de GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, nous vous présenterons ici synthèse et renvoi à plusieurs études avec toute une série de diagrammes, je pense, très parlants, très clairs et très visionnables par tous, okay? Parce que c'était l'idée de la vulgarisation, comme je disais avant. Il y aura aussi, vous pouvez voir, chaque unité a toute une série de renvois, liens vidéo, mini-vidéos, à personnalités importantes de la Terre, activistes, scientifiques, Nobel pour l'économie, Nobel pour les sciences, Nobel pour la chimie, etc. Donc, il y a plusieurs renvois, toutes pour avoir, disons comme ça, un parcours de formulaire, de modulaire de formation parlant, qui ne soit pas passif, mais actif, et qui soit aussi, comment dire, non, qui donne du plaisir à être parcouru, justement. Et donc, comme je vous disais, les 3 sciences, environnement, économie et société, les 3 dimensions dans la formation aussi, comme dans les autres créations. Et vous pouvez expliquer les limites planétaires que Franck mentionnait il y a un moment, qu'est-ce que sont les limites planétaires, quelles sont les dimensions, a-t-elle la Terre des limites que nous ne devrons jamais dépasser? Bon, et nous, ici, nous répondons à cette question, peut-être en ouvrant d'autres, mais l'idée est de vous donner, comment dire, l'état de lieu des connaissances, des meilleures connaissances et aussi des meilleurs témoignages possibles sur les thématiques complexes du numérique durable dans le cadre du développement durable. Ok, vous présentons aussi des théories de la capacité humaine, de la motivation, etc. Il y a beaucoup de choses à voir, même aussi de bonnes pratiques intéressantes pour vous à mener dans la classe, par exemple. Alors, ici, je vous présente brièvement quelques exemples, non, de qu'est-ce que nous entendons pour éducation critique sur l'économie numérique, parce que le numérique fait partie, la technologie est une partie centrale des nouvelles de l'économie. Et voilà, c'est ce que nous pouvons vous dire. Ça, c'est la dernière étude en siège des Nations Unies, hein,
c'est la conférence mondiale sur le commerce et le développement qui a fait cette très jolie étude qui vraiment capitalise toutes les connaissances précédentes et actuelles et même futures. Voilà, au cœur de notre nouvelle étape de l'histoire de la planète et de l'histoire humaine est que pour la première fois, les télécommunications sont au cœur, c'est-à-dire sont les moteurs de l'économie. Ne sont pas comme dans la première ou la deuxième révolution industrielle anglaise et la révolution post-guerre, après la guerre de consommation de masse. Ne viennent pas après. Non, ici sont au cœur, sont génératifs. Et comme Franck il disait avant, la fabrication de matériel est au cœur de l'économie mondiale. Comme vous savez, dans ces jours, il y a la crise des microchips, des puces, en français, attendez un moment, puces RFID, je dis bien, bon, oui, des capteurs, puces, etc. Donc, il y a cette crise dans ce moment et la crise vous la comprenez ici dans les chemins, c'est justement que s'il manque de pièces, tout s'arrête parce que justement le numérique est au centre, ce n'est pas externe, au centre de l'économie. À suivre, il y a l'économie aussi dite numérique, c'est-à-dire les services numériques, tous les services en ligne, les économies de plateformes, dans toutes les différentes manières que puisse imaginer. À suivre encore, il y a l'économie numérisée, c'est-à-dire les commerces électroniques, l'industrie 4.0, l'agriculture de précision, l'économie algorithmique. Comme vous voyez, il y a une progression d'application. Les experts des Nations Unies estiment que dans ces moments, sont données 2017, dans ces moments, disons, il y a trois ans, mais dans ces moments, l'économie numérisée, donc tout cette grande champ d'économie, peut compter de 9 jusqu'à 15-20%, mais ce sont des chiffres indicatifs, comme vous pouvez imaginer. Voilà. Ici, je vous ai indiqué les éléments porteurs, parce que tous ces blocs d'économie actuels restent dans la grande partie dans les domaines du marché, de l'économie des marchés traditionnels, quant à organisation, je vais dire, et sur le fait qu'elle est basée encore sur l'utilité marginale décroissante que nous expliquons dans la formation, sur les recherches psychographiques que nous expliquons, sur la consommation croissante des personnes. Donc, c'est encore une manière de concevoir l'économie des zones traditionnelles, peut-être à dépasser, point d'interrogation, et voilà, je passe à la suivante. Parce que ici, je vous montre la création de valeur dans l'économie. Pourquoi nous avons fait ce projet? L'une des raisons est que beaucoup de nous, sans le savoir, nous sommes en train chaque jour avec les social media, les médias sociaux, les réseaux en ligne, etc. Nous partageons des parties de notre personnalité, des données qui sont à nous. C'est exactement nous, les visages dans les photos, des données, beaucoup de données que nous ne savons pas que nous sommes en train de communiquer à travers les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez voir, au cœur de la nouvelle économie numérique, numérisée, il y a justement les données. Sans données, les algorithmes ne fonctionnent pas. Sans données, l'économie ne se met pas en marche. OK? Ça, c'est important de le savoir parce que, vous voyez, les données sont stockées, transformées, etc. Et après, monétisées à travers de la vente des publicités ciblées en ligne. OK, ça, par exemple, nous l'expliquons très bien. Moi, je laisse comme ça. Mais pour vous donner un élément de réflexion, non? Sur la centralité et l'importance, comme disait avant Patrick, Franck et aussi Adrien, de connaître, d'être conscient de notre acte, non? De notre manière de nous comportements en ligne, digitalisés. OK?
Dans la formation, nous vous présentons, mais aussi dans les livrets sont présentés, disons, et aussi dans les parcours pédagogiques, nous présentons d'autres manières d'entendre l'économie. S'appellent les nouvelles économies, sont les nouvelles économies vert, bleu, dans ce cas-là régénératives, nouvelles économies qui ne se basent pas sur disons, sur la consommation gourmande d'énergie. Dans ce moment, il y a une grande crise énergétique, comme vous savez, en Europe et dans tout le monde. Non? Donc, c'est une thématique d'actualité. Matières premières et déchets. Mais ce sont une nouvelle économie qui recycle, vont restaurer, réutiliser, réparer, recycler, etc. et régénérer pour avoir, disons, réduire l'impact en termes soit d'empreinte écologique, soit d'émissions de gaz à effet de serre, soit aussi de bien-être humain, parce qu'il y a aussi la dimension du bien-être humain. Je passe à la suivante. Et voilà, dans ces très jolies visualisations que c'est de l'économiste, procédée par l'économiste anglaise Kate Raworth, que nous utilisons et nous expliquons bien dans la formation, mais aussi c'est la formation exactement. Et comme vous voyez, l'idée d'un numérique juste, un numérique conscient, un numérique responsable, un numérique durable, c'est dans notre point de vue, dans ce sens-là, je parle aussi en nom de nous, des partenaires italiens, non, dedans de ce groupe de partenariats européens, et de se placer justement, de faire de nos mieux pour promouvoir ces technologies ou les utilisations de ces technologies qui permettent d'accroître l'espace sûr et juste pour l'humanité, qui se place là, que ce soit des technologies qui aident à battre la faim dans le monde, qui aident à promouvoir l'égalité des chances entre les différents genres, qui proposent une éducation de qualité visée à promouvoir les compétences individuelles et groupales des personnes, etc. Voilà quelques aspects que nous analysons dans la formation. La cybersécurité, l'a mentionné avant Franck, et donc ici, vous trouverez beaucoup d'exemples, beaucoup de cas et beaucoup aussi de savoir-faire. Apprendre à savoir-faire, comment agir. La surveillance, la manipulation, le cyberbullisme. Il y a le nouveau rapport européen qui écrit clairement que le cyberbullisme est en train de croître de plus en plus et avec la pandémie en cours encore plus. Quindi è un problème réel. Les harcèlements en ligne, les manifestations de haine en ligne, sont les fausses infos, etc. Nous allons tout analyser dans la formation. Dans la formation aussi, il y a une unité particulièrement dédiée aux additions, les nouvelles formes d'addition des personnes plus jeunes, pas seulement les jeunes, mais ici nous pensons aux adolescents, et à commencer par l'addiction à l'Internet, aux jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo est déjà reconnue, a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Les autres, pas encore, mais sont bon chemin. Quindi addizione a internet, aux réseaux sociaux, addizione au smartphone, réduction du temps de sommeil, isolement, asocialité, impact brutal sur le bien-vivre de ces gens et disons le bien-être de la communauté, ok, etc. Mais aussi nous présentons les nouvelles possibilités amenées par les nouvelles technologies parce que nous ne sommes pas, nous essayons d'avoir un esprit critique, mais avoir un esprit critique ne signifie pas refuser ou accepter tel qu'il est, non? Il signifie de comprendre, entendre, se documenter et après prendre des positionnements. Alors, nouvelle possibilité, par exemple, le nouveau droit de la personne. Non? Regardez la situation afghane dans ce moment, par exemple, beaucoup de l'amélioration des filles et des femmes en Afghanistan a s'accompagné beaucoup avec les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, c'est une évidence, d'accord,
OK. Et les nouveaux droits d'auteur et donc la créativité diffusée. Maintenant, beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans le monde peuvent créer, se faire auteur, pardon, de ses propres créations grâce à la disponibilité de nouvelles technologies qui ne coûtent pas beaucoup et qui permettent ça, non? Nouvelle économie collaborative, protection environnementale, nouvelle pédagogie comme les STEAM, je ne sais pas si en français vous l'appelez STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and mathématiques, non? Et les sciences citoyennes. Tout cela dans la formation vous trouvez. Et la finalité de la formation est de promouvoir une connaissance pertinente. J'utilise le mot d'Edgar Morin, une connaissance pertinente, une connaissance qui enseigne la condition humaine, une formation et un projet qui enseigne l'identité terrienne, donc c'est quel est notre destin sur la Terre dans ce moment, et qui nous aide à affronter les incertitudes, qui nous enseigne la compréhension, qui est important dans un monde complexe, comprendre bien les choses et avoir le temps, c'est prendre du recul pour réflexionner. Et donc, finalement, utilisation consciente, respectueuse des personnes, de la biosphère, pour vivre bien, c'est-à-dire pour tout le monde, partout dans le monde, dans les différents cas, dans les différents horizons, dans les différents domaines, dans les différentes conditions, mais la finalité devrait être universellement celle-ci, dans l'idée de conscience numérique durable. Voilà. Merci. J'ai terminé. Merci Milvia. Merci également Adrien et Franck pour vos présentations. Dans ce projet, nous sommes maintenant arrivés au bout de notre trajet commun et nous sommes donc dans la phase où nous disséminons les outils qui ont été fabriqués. Donc nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc le projet concrètement se présente sous la forme d'une malle qui est remplie des documents et des outils qui vous ont été présentés il y a un instant. Cette malle est complétée également par une clé USB, voilà, très jolie, que nous pouvons également vous proposer. Et puis, tous les documents sont accessibles et gratuitement téléchargeables sur le site internet dont nous vous avons donné tout à l'heure les coordonnées. Alors, si vous êtes intéressé de recevoir la malle pédagogique en papier, les clés USB ou tout simplement de recevoir un rappel de l'adresse du site internet où vous trouvez tous les documents, le plus simple, c'est de compléter le formulaire dont vous allez trouver les coordonnées dans le chat. Voilà, donc dans la discussion. Voilà, je vous invite à peut-être copier-coller ce lien. Alors, nous disposons pour la Belgique de 50 exemplaires de la malle pédagogique dans sa version papier. Nous avons reçu déjà pas mal de demandes, hein, donc nous allons devoir probablement faire des choix en donnant la priorité, bien sûr, aux personnes qui auront la possibilité directement d'utiliser avec des groupes de jeunes à l'école ou autour de l'école ces outils pédagogiques ou qui travaillent, par exemple, dans des centres de documentation à vocation pédagogique et qui vont donc pouvoir multiplier, disons, l'impact du projet en donnant accès via leur service à beaucoup de personnes à cette malle pédagogique. Voilà, donc le plus simple, je pense, c'est vraiment de compléter ce formulaire dont vous avez reçu ici
le lien dans la discussion. Et donc de motiver bien sûr votre demande, puisque nous avons reçu beaucoup déjà de demandes. Vous êtes nombreux également aujourd'hui. Et donc, c'est important de motiver votre demande. Alors, y aurait-il des questions à adresser à nos intervenants? Est-ce que l'un ou l'autre de nos intervenants souhaiterait ajouter quelque chose qui n'a pas été dit encore? Voilà, Pierre-Alain aussi peut-être qui souhaiterait prendre la parole, ou Giovanni qui, je crois, nous a rejoint. Franck? Non, non, c'était juste pour dire qu'effectivement, Giovanni était bien là. Ouais. Mais... Ouais. Non, juste pour dire que vous avez été très clair dans les explications, très complet. Il y a beaucoup d'informations dans cette malle CND. C'est vraiment un travail de 3 ans où on peut quand même se féliciter de tout ce qui a été produit. Merci à mes collègues, en tout cas, de tout ce travail-là. Merci Pierre-Alain. Franck? Oui, alors bon, je ne sais pas si pendant peut-être que certains réfléchissent. Non, je laisse la parole. Il y a Vanessa, c'était des compléments, mais il y a Vanessa qui veut poser une question de vive voix. Ouais. Alors Vanessa, la parole. Il faut reconnecter le micro de Vanessa. Voilà Vanessa. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, voilà, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire et voilà l'outil qui me semble vraiment très impressionnant et très complet. Alors très concrètement, pour faire vite, donc moi je suis enseignante avec des futurs informaticiens, donc dans l'enseignement secondaire supérieur en transition. Et alors justement, assez rapidement, je suis en train de mettre un projet au point justement par rapport au développement durable et l'informatique. Et je dois rendre un appel à projet avec Autre Terre d'ici le 16 septembre. Donc je tombe sur votre... Moi j'ai une coupure. Et je n'entends plus Vanessa. Je ne sais pas si je suis le seul. Je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas. Ma connexion Internet est peut-être pas bonne. Je pense que la connexion est revenue. Ah, voilà, d'accord. Donc, ma question assez concrète, c'était de voir est-ce que vous pourriez m'aiguiller dans quelle partie, je vais dire, du développement durable avec le numérique, je pourrais orienter un projet concret avec des élèves. Donc, voilà, il y a le traitement des données, il y a plein de choses, le recyclage des appareils, etc. Et voilà, je cherche vraiment, comme je suis assez pressée par le temps, à élaborer ce projet avec mes élèves et donc cibler un petit peu la partie qui serait le plus concret, en tout cas pour eux. Franck? Ouais, je fais le lien avec la question de Lucie aussi qui parle de l'accessibilité par rapport au public primaire. Donc, nous, on a quand même ciblé cœur collège. Après, on s'est bien rendu compte, et vous vous en rendrez compte, je pense qu'il y a certaines activités qui sont utilisables sur un public un peu plus jeune et la plupart des activités qui sont aussi utilisables dans le cadre de sessions de travail adulte. C'est une parenthèse, mais voilà, il y a tellement de fonds, d'informations et de manières de faire qu'en fonction de là où on pose le curseur, il y a des choses que vous allez pouvoir exploiter. Donc, Vanessa, la question du coup dans la malle pédagogique, concrètement, essayer de cibler ce qui est le plus intéressant, ce serait ça, c'est ça un peu la question? Ouais. Alors, après, moi, je peux donner... Peut-être que tu voulais compléter. Non, en fait, j'ai vu que vous aviez la section déjà agir, en fait. Donc, je me dis peut-être que là, ce serait peut-être déjà un peu ciblé ma lecture à ce niveau-là. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup. Et donc, malheureusement, j'ai un appel à projet le 16 septembre. Et donc, je me dis, bon, où est-ce que je peux être le plus efficace? Ouais. Alors après, moi, je peux de toute façon donner ces outils-là, on les a testés dans les classes. On a fait des dizaines de séances de tests et qui nous ont permis de vivre un peu les choses. Donc, c'est que mon expérience personnelle et puis d'autres auront peut-être des préférences pour d'autres activités.
quand même, en prime abord, je ne ferai pas le parcours « Comment agir seul ». C'est-à-dire le parcours « Comment j'agis » sans avoir compris pourquoi j'agis, dans une démarche, à mon avis, pédagogique un peu complète, je pense que c'est dommage. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à essayer de comprendre comment je fais pour limiter la fabrication, mais si je n'ai pas compris que c'est là qu'il se passe les choses, voilà. Donc, je pense que c'est le parcours 5, les différentes activités dedans, elles sont intéressantes. Et puis, ça peut être que la première qui est plus généraliste, qui va permettre de parler de tous les gestes de manière générale. Ça peut être plus ciblé sur la législation dans la deuxième. Mais avant ça, il est intéressant, à mon avis, d'avoir des activités de réflexion piochées à minima dans le parcours 2, dans le parcours 3. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire l'activité 1 du parcours 2, qui est autour du cycle de vie du smartphone, parce qu'on donne à voir la matérialité du numérique dans l'ensemble de sa vie. Et ça nous permet aussi de voir l'aspect planétaire. Je trouve vraiment intéressante pour ça. Voilà. Et après, j'aime bien aussi aller piocher, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans le parcours 3, où là, il y a vraiment aussi des activités intéressantes autour des objets connectés, justement dans la peau d'un vendeur, qui permet aussi d'interroger vraiment notre rapport à l'économie numérique d'une manière générale et aux objets qui nous entourent et à notre rapport à eux avec des débats philo. Voilà, le débat philo, typiquement, c'est une activité qui est facilement souple et adaptable. Je vais m'arrêter là parce que je vais pour après tout épiocher, vous les sortir les 18, quoi, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, essayer à mon avis de composer et puis se dire qu'on a une chronologie du parcours 1 au parcours 6 et que partir vers le parcours 5 et 6 tout de suite sans avoir, à mon avis, pris quelques notions des parcours précédents, peut-être qu'il va manquer des choses. On vous indique de toute façon dans le guide pédagogique, tout ça étant indicatif, mais à chaque début de parcours, les prérequis qu'on estime nécessaires, on dit quand même, avant de faire ça, c'est potentiellement important voilà, pour vous donner quelques éléments. Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que vraiment toute l'inspiration du projet était de ne pas se contenter d'une vision purement intellectuelle ou théorique des choses, mais plutôt, je dirais, d'avoir vraiment cet objectif de conduire à une conscientisation. Alors pour nous, c'est clair, on ne peut être conscient des problèmes que quand on est bien informé, mais on pense également qu'il n'est pas suffisant d'avoir seulement, disons, ce positionnement intellectuel. Il nous semble aussi que comment dire, les prises de conscience doivent conduire à des changements de comportement. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'éducation et probablement quand on s'adresse à un public adolescent. Voilà, surtout probablement dans une époque comme la nôtre où on se rend compte que l'humanité est confrontée à un problème gigantesque. Toutes sortes de spécialistes nous disent d'ailleurs que c'est un problème qui est trop vaste en fait pour l'entendement humain et que nous n'aurons pas la capacité en fait d'introduire les changements sociétaux nécessaires par rapport aux problèmes du changement climatique ou de la chute catastrophique de la biodiversité. Et donc, nous, en tant qu'éducateurs, notre inquiétude, c'est le développement du sentiment d'impuissance, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, devant un problème aussi vaste, qui s'intègre en plus aussi profondément dans tous les aspects de notre vie quotidienne, nous renoncions à la fois à la prise de conscience et au changement de comportement. Voilà. Donc ça traverse vraiment tout le projet. J'ajoute que nous pensons aussi que les changements sont à la fois individuels et collectifs. Et donc c'est vrai que je crois un certain nombre de réflexions qui se trouvent dans la malle conduisent aussi à comment dire, à la possibilité d'agir collectivement, par exemple au sein d'un groupe classe ou avec un groupe de jeunes dans une maison de jeunes, par exemple, ou une école de devoirs, enfin ce type de structure. Et ouais, alors ce que tu dis là, Patrick, pour moi, ça évoque la question des normes sociales quand on dit à l'échelle d'un groupe, c'est-à-dire que à l'échelle individuelle, notamment dans le numérique par exemple, si on n'utilise pas les mêmes outils de communication que ses copains autour, il y a une question de marginalisation tout de suite. Donc, il montre bien la question de l'évolution collective de la norme sociale et du travail, de la réflexion collective vers comment on interagit, comment on se construit collectivement ensemble. Et le deuxième aspect qui est la question de l'individu et du collectif, c'est quelque chose aussi qui est quantifié notamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre
par alors un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui est très connu en France, hein, sur les questions climat, qui fait un travail solide et sérieux, et qui a évalué le fait qu'en fait, au niveau individuel, si on en reste au geste individuel, je coupe mon ordinateur, j'éteins, j'essaie de ne pas regarder les vidéos, je fais attention à ce que j'achète, etc. On tape quasiment sur un tiers de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et tout le reste du chemin, je ne peux pas le faire si je suis tout seul, quoi. Et après, c'est des lois, c'est des choix collectifs, c'est de l'organisation économique des territoires, c'est des choix, voilà, politiques et collectifs. Et donc, il y a toute une partie de l'action qui va se poser sur comment j'agis là-dessus, au niveau des lois, au niveau des votes, au niveau des collectifs citoyens, au niveau voilà, comment on fait pour que les intérêts communs ils nous permettent de transformer justement la société de façon collective. Puis-je dire un mot en plus à Vanessa que, par exemple, sur la formation, module de formation, dans les unités 1.4, 1.5, je te tutoie s'il n'y a pas de problème. Ok, perfetto. Tu peux trouver certainement beaucoup de liens pratiques, par exemple à la Fondation internationale sur l'empreinte écologique, pour l'empreinte écologique, non? Et là, il y a des exercices concrets à faire, que tu peux faire en classe avec les élèves sans problème. Si ça, c'est sur la question empreinte écologique. Sur la question développement durable, là, tu peux trouver beaucoup de diagrammes avec des données très claires que déjà en les projetant dans la classe et en faisant un débat autour de ce qu'on peut voir là, je pense que c'est déjà une activité de classe intéressante et concrète, parce que là, les élèves débattent et il y a beaucoup de choses qui peuvent en sortir, non? Mais je voulais te dire que sur la formation, tu peux trouver 1.4, 1.5, parce qu'ils sont liés, beaucoup de matériaux. Ton micro est coupé, Patrick. J'ai coupé mon micro parce qu'il y avait une ambulance qui passait dans la rue. Donc, je disais donc que Didier Deroy nous demande la parole et c'est bien volontiers que je vais lui donner. Je pense qu'on a déjà partiellement au moins répondu à la question qui avait été mise dans le chat par rapport à la question de savoir comment obtenir la malle. Mais voilà, Didier Deroy, vous avez la parole. Bonjour, merci pour ce webinaire déjà. Comment dirais-je, peut-être une réponse à tout le monde et aussi à Vanessa. Pour l'instant, on a une pression assez forte du ministère pour la numérisation, j'ai envie de dire, de l'enseignement et du suivi dans notre secteur, puisque le CREDAS, qui est le centre d'appui pour tout ce qui est le soutien scolaire et l'éducation à la citoyenneté après l'école, mais en lien avec le programme finalement scolaire, d'où notre intérêt à être ici. Avec le Covid, on a reçu des fonds supplémentaires pour équiper les toutes petites structures qui font en fait de la citoyenneté et de la solidarité dans les quartiers. Mais aujourd'hui, le ministère considère qu'on a été équipé. Or, il n'y a eu aucun appui sur comment bien équiper, entre autres, pour pouvoir faire déjà un suivi pédagogique. On ne parlera pas de développement durable dans la démarche, en tout cas pas à ce stade-ci, et avec des montants, mais qui sont, comment dirais-je, impossibles pour un vrai équipement. Je ne dois pas le dire d'ailleurs à des personnes qui travaillent dans l'enseignement. Je crois que quand on parle de tableaux numériques et qu'on sort, on est souvent encore loin dans les écoles d'être équipés. Et puis il y a tout ce qui est autour, la maintenance, la formation, les contenus. Et on voit qu'il y a une forme de marchandisation, de pression de la marchandisation de tout ce secteur qui n'est pas à négliger non plus. Donc je pense qu'il faut aussi déborder sur le rapport collectif à cette marchandisation et la place des individus, dont des profs, dans le processus. Dans le primaire, par exemple, on a de plus en plus de manuels de référence tout à fait formatés que le professeur suit. Et puis, il y a des exercices complémentaires. Il y a Plantine, pour l'instant, qui est au summum sur ce marché-là. Et quand on analyse, on voit, par exemple, qu'il y a des gros bugs.
que le formatage éducatif, même s'il est intéressant, et on parle aussi de ludo-éducation, justement favorisée par cet aspect du numérique, qu'il y a des erreurs d'apprentissage, des erreurs de contenu, et dans notre pays, dans toute sa complexité, avec 3 communautés, quand c'est une communauté qui économiquement s'en accapare, on voit qu'il y a aussi un problème culturel dans la mise en évidence. Pour retomber sur Vanessa Kersh, donc pour l'instant, comme le ministère nous demande de travailler sur ce qu'ils appellent encore la fracture numérique, mais ça nous fait, ça nous laisse songeurs parce qu'en fait, on est en train de déménager et donc on a mis en caisse toute une série de documents et on a retrouvé des vieux documents d'il y a 30 ans, il y a 20 ans, etc. Et il y a plein de trucs qui sont les mêmes, avec plus ou moins les mêmes titres. On a un petit peu changé le vocabulaire, mais grosso modo, ces questions étaient déjà posées à cette époque-là. Et en termes de changement structurel, on n'a pas l'impression que ça a bougé dans un pourcentage significatif, on va dire. Oui. Et donc, dans un des projets, on a par exemple, vous connaissez peut-être la pratique des écrivains publics, qui était une manière de créer une sorte de médiation entre les publics qui ont un problème d'écriture et de lecture, et de leur redonner une place dans la société via un médiateur. Ici, on a fait un informaticien public. Donc, il pourrait y avoir toute une question autour de la solidarité numérique. Je suis ancien directeur des volontaires des Nations Unies, et dans le programme des volontaires des Nations Unies, il y a des e-volontaires, par exemple. Donc, c'est des gens qui vont donner du temps, de la disponibilité dans le monde entier pour aider les gens au travers d'Internet. Voilà, ça pourrait être une forme de questionnement, alors qu'on sait que dans beaucoup d'écoles formant au numérique, on vient chercher les étudiants avant même la fin de leurs études, parce qu'il y a un besoin extrêmement important de compétences et de qualifications diverses par rapport à ce secteur. Et donc, on plonge très vite, j'ai envie de dire, les étudiants dans une réalité libérale, c'est-à-dire d'avoir un gros salaire, mais il y a aussi une place peut-être sur les questions de la solidarité du numérique par rapport à un public extrêmement important lui aussi. Et donc ça pourrait être une proposition de travail avec les étudiants, de voir, tiens, demain vous êtes un informaticien, est-ce que vous seriez prêt à faire une année sabbatique de solidarité avec des publics plus fragilisés, ici ou ailleurs? Est-ce que vous seriez prêt, en plus de votre boulot, à donner du temps dans une association ou des choses comme ça? Voilà. Je pense que ce sont des préoccupations qu'on partage tout à fait dans le projet. Je pense qu'au départ, d'ailleurs, nous avions une orientation qui était fort tournée vers les enjeux environnementaux. Et très, très vite, en fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait la dimension environnementale, mais qu'elle était indissociable d'enjeux sociaux et aussi culturels, bien sûr, des enjeux qui touchent à l'éducation. Et ce qui nous a conduit, en fait, à élargir notre propos et à travailler avec la perspective des objectifs de développement durable tels que définis par l'ONU. Oui, je pense que la question du numérique est indissociable des dimensions à la fois environnementales et sociales. Et tout ça fait système et donc voilà, il faut prendre en compte les interactions systémiques de ces différentes dimensions. Voilà, je vous propose peut-être, s'il n'y a plus d'autres demandes d'intervention ou de questions, de clôturer notre webinaire. Alors peut-être, voilà, un dernier mot peut-être de la part de nos intervenants pour conclure. Je voulais, si c'est possible, dire à Didier, je pense qu'il s'appelle, ton nom est Didier, non? Je viens de parler, qu'effectivement, c'est ce que tu dis, moi je le partage personnellement, mais pas seulement moi, parce que les dernières études de 2020 del comité de la ONU, del programme pour le développement, comme tu sais, je pense que c'est pour cette raison que tu disais ça, il indique l'éducation comme un rôle stratégique dans ces moments, un rôle stratégique pour soulever les consciences, mais pour les préparer à l'action. Et quand il parle de l'action, il se réfère surtout à l'action politique de citoyenneté active. Parce que justement, comme tu disais, la thématique du numérique et du numérique au service de la sensibilisation, au service de la solidarité, ça fait partie
d'un discours plus grand, que moi je pense, je partage ce que tu viens de dire, que ce discours plus grand est le rôle éducatif de l'éducation qui doivent aider à l'action de transformation de la société, etc., et des autres aspects. Merci pour ton intervention. Voilà. Et pour toutes les interventions et les commentaires ici en chat. Adrien? Oui, merci pour le webinaire. Ce qu'a dit Didier m'a aussi fait penser, quand il a parlé au début des problèmes liés au numérique dans l'éducation, il y a un des chapitres du livret qui parle plus spécifiquement du sujet de l'éducation. Et notamment dans ce chapitre, on parle beaucoup d'un des rapports PISA de l'OCDE, où ils ont mis en lien l'utilisation du numérique dans les classes, donc c'est pour les élèves de 15 ans, ce qui est étudié dans le PISA, avec leurs résultats au test, et qu'on voyait que plus ils utilisaient le numérique, à partir de certains niveaux, plus ils utilisaient le numérique et plus ils avaient des mauvais résultats, enfin ils avaient des moins bons résultats que les autres. Et ça fait lien avec ce que tu disais sur le fait qu'il y a beaucoup de problèmes liés au numérique et que souvent le numérique est vu comme une solution à beaucoup de problèmes, et depuis longtemps en effet. Et que c'est évidemment, il a beaucoup de potentiel et on ne va pas dire le contraire. Il y a beaucoup de potentiel, mais ils ne sont pas toujours réalisés, et notamment parce qu'il y a cette vision pas toujours solidaire derrière le numérique aussi. Par exemple, le numérique pourrait être utilisé beaucoup mieux pour aider les personnes handicapées ou les personnes dyslexiques à apprendre, par exemple, mais c'est très peu le cas. Il y a peut-être très peu de supports qui servent à ça. Et donc, c'est là où on voit toute la complexité de la question, où il a un grand potentiel, mais il n'est pas nécessairement rempli, quoi. Voilà. Oui. Donc, je vois une question qui nous demande si nous avons l'intention d'organiser une formation par rapport à l'utilisation de ces outils. Pour le moment, nous ne l'avons pas programmé, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et donc, si vous auriez le souhait d'avoir une telle formation, n'hésitez pas à vous adresser à nous. On a l'habitude de créer, bien sûr, des formations. Ça fait partie de notre métier. Et donc, nous pourrions certainement le faire par rapport à cette thématique. Franck, peut-être pour conclure? Conclure avec merci tout le monde. Merci tout le monde de ce temps-là. Merci pour tout le travail projet. Et puis nous, voilà, on est vraiment ravis de vous transmettre cette malle pédagogique. On souhaite vraiment qu'elle soit appropriée à vos besoins. Et puis, quelque part, dans le cadre de la stratégie de déploiement projet, après, c'est l'ensemble de vous tous, en fait, qui allait être la cheville ouvrière de l'ouverture des réflexions sur la question de la transition écologique et sociale en lien avec les questions numériques. Et donc, voilà, utilisez-la bien. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est un investissement financier qui a été soutenu par un certain nombre de partenaires et qui vous permet de l'avoir gratuitement. Mais voilà, savourez-le à sa juste valeur, et puis donnez-lui vie concrètement dans les classes, dans vos activités. Voilà. Après, on reste à votre disposition pour des questions et puis voilà, un appui ultérieur, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous également, et peut-être à bientôt pour un prochain webinaire de la Ligue de l'enseignement.